Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, c'est notre premier épisode qu'on a une invitée. Donc, deux invités, en fait. Donc, Gwendoline Clément, qui est propriétaire de l'Académie Médicanin, et sa chienne Percy, qui est en entraînement. Donc, bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis contente d'être ici. Oui, et nous aussi, on est contente de te recevoir. Oui. Donc, dans le fond, est-ce que tu veux m'expliquer un peu t'es qui, tu fais quoi, tu manges quoi en hiver? Moi, c'est Gwendoline, comme tu m'as présenté. Oui. Dans le fond, moi, j'ai fondé l'Académie Médicanin en 2022. OK. Oui. Puis, au début, c'était vraiment surtout pour offrir des ressources aux bénéficiaires de chiens d'assistance qu'il n'y avait pas nécessairement de ressources avec leurs organismes, qu'il n'y avait juste pas d'organisme. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'écoles de chiens d'assistance, puis on avait le droit d'avoir son chien en public juste avec une prescription. Oui. Ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que la Commission des droits a décidé de mettre des genre de passe-droit, comme des réglementations, mais c'est pas fixé dans la loi. Okay. C'est vraiment plus, eux, ils décident de protéger les bénéficiaires de chiens d'assistance selon ces critères-là. Ah, c'est le critère, le mot que je cherchais. C'est bon. Puis, dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement envie d'entraîner des chiens d'assistance et les certifier juste parce que c'était une grosse tâche. Donc, j'ai commencé vraiment par avoir des services en ligne. Okay. Donc, je faisais des rencontres en ligne pour soutenir les bénéficiaires. On peut voir Percy prend sa job au sérieux. Hein? Elle est bonne. Fait que c'est ça. J'aidais beaucoup les bénéficiaires avec des services en ligne. J'avais une petite communauté. J'avais un groupe Facebook aussi. J'avais un groupe Facebook depuis 2019, mais ça, c'était juste pour les bénéficiaires de chiens d'assistance. OK. Puis, je vais juste lui donner une petite batterie. Gardez le bébé calme. Puis, c'est ça. J'avais un groupe Facebook. Finalement, j'ai décidé de le fermer il y a quelques années, mais c'est là que ça a commencé, dans ce groupe Facebook-là. J'entraînais moi-même mon chien d'assistance. Il n'y avait pas nécessairement de ressources pour entraîner des chiens pour ma condition à moi, qui est l'encéphalomyélite myalgique. C'est vraiment long comme nom, mais... c'est quoi ça? C'est pas c'est une maladie neurologique. Dans le fond... OK, je vais juste... C'est difficile, cette gâterie-là à manger. Oh là là. Elle l'aime bien. Donne un autre choix. Ouais, je vais y en pitcher une coupe. Elle n'a pas un petit peu à gruger celle-là. OK, je vais reprendre ça. Vas-y. OK. L'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie neurologique qui affecte surtout mon cerveau. Donc, aussi, ça affecte pas mal ma capacité à me remettre des efforts physiques, mentaux, cognitifs. Ce qui fait que ma vie au quotidien est beaucoup impactée par ça. OK. Mes symptômes principaux, c'est les malaises post-effort. Donc, après un effort, des fois, ça peut être juste de me lever, faire mon café, puis après ça, je suis étourdie. Mais ça peut aller jusqu'aux convulsions. OK. Ouais. OK. Puis, en fait, au départ, je voulais pas un chien d'assistance. J'ai adopté un chien, Jasper. Puis, vers l'âge de 4 mois, il a commencé à alerter naturellement à mes crises. Puis, je savais pas que c'était ça. Moi, je pensais juste que c'était un chiot qui pleurait tout le temps, là. Ben oui. Mais éventuellement, j'ai réalisé qu'après qu'il pleurait comme ça puis qu'il me grattait, je faisais une crise. Puis c'est lui qui a commencé ça. Donc, j'ai parti mon groupe Facebook. Là, j'avais envie vraiment de me connecter avec d'autres bénéficiaires. Puis au départ, je voulais pas nécessairement l'emmener au public. Je voulais qu'il m'aide à la maison parce que je sortais pas vraiment... j'avais pas... j'ai été allaitée pendant 2 ans. Okay. Donc, j'étais vraiment au lit. J'avais à peu près 4 heures par jour, ce que je faisais comme tout pour mon chien. Là. Okay. J'avais comme pas le choix. Il fallait que j'en prenne soin. Il fallait que je réponde à ses besoins. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, les chiens d'assistance. Puis c'était comme une passion pour moi parce que c'est ça qui m'a un peu sauvé la vie, en guillemets, dans le sens que sans mon chien, probablement que j'aurais juste resté allaitée toute ma vie. Là. Puis dans ce temps-là, j'avais des crises tous les jours. OK.
Mais avec l'aide de Jasper, qui est pas évidemment ce chien-là, qui est mon chien qui est certifié à la maison, avec l'aide de Jasper, j'ai réussi maintenant à avoir une crise à peu près par mois. Oh, C'est wow. sûr qu'il y a des hauts et des bas. Ça dépend beaucoup de mon train de vie, donc de ce que je fais. Plus que je travaille, plus que je vais avoir de crises. Mais en même temps, ça vaut quand même la peine pour moi de travailler puis de faire ça. Parce que mon moral joue beaucoup. C'est sûr que ton moral est impacté beaucoup par le fait ça, que tu exactement. peux pas, Puis quand je fais des choses que j'aime, comme mon travail, passer du temps avec mes chiens, mes hobbies, ben ça fait que j'ai moins de crises parce que tout prend moins d'énergie. Comme tu sais, faire mon travail. Au début, c'était vraiment difficile. Je pouvais faire peut-être une consultation par semaine. C'était vraiment pas beaucoup. Mais maintenant, tu sais, j'en fais plusieurs par jour. Je travaille tous les jours de la semaine, même la fin de semaine des fois. Tu sais, j'aime vraiment ça. C'est comme une passion. Puis souvent, mes clients, ils me demandent vraiment si... Est-ce que tu oublies que c'est ta job? Oui. Oui, j'oublie que c'est ma clair. job. Pour moi, c'est vraiment comme... C'est juste ma vie. C'est rendu ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, je suis rendue là avec l'Académie Médicanin, puis je suis rendue à faire un podcast parce que au début, tu sais, c'était vraiment juste un petit rêve, là, tu sais, c'était juste un petit projet pour aider les gens, puis tout ça. Puis finalement, ça a vraiment pris de l'ampleur. J'ai des éducateurs canins un peu partout au Québec. Oui, j'ai vu ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Nice. Puis ça l'ouvre la porte, en fait, à beaucoup plus de personnes qui ont besoin de ça parce que ici au Québec, pour les maladies comme moi j'ai, il n'y en a pas d'école. OK. Tu sais, Mira, pour en nommer un, ils forment des chiens pour la mobilité, des chiens guides pour les aveugles, puis des chiens pour les personnes TSA. Mais ils n'ont pas de chiens pour les gens comme moi, qui ont des crises, qui ont besoin de tâches qui sont autres que de se faire tirer dans sa chaise roulante. Là. Ce qui est, ben, c'est une des tâches qui est les plus communes pour la mobilité. Mais moi, juste le fait que mon chien soit là pour me dire « Hey, écoute, t'as trop marché, assis-toi », ça change tout pour moi. Puis ça m'empêche vraiment d'aller trop loin puis de m'épuiser. Puis je voulais vraiment comme donner l'opportunité aux autres personnes comme moi qui avaient besoin d'un chien d'assistance, que ça soit accessible. Puis là, c'est rendu accessible. Oui, de pouvoir changer la vie des autres. Là, c'est vraiment une belle mission que tu as parce que oui, comme tu l'as dit, ça a eu un impact sur ta vie à toi, dans le sens que ça a tellement apporté du positif, mais de pouvoir redonner aussi à d'autres personnes qui sont similairement dans la même situation que toi, de pouvoir alléger leur quotidien, de pouvoir faciliter aussi vraiment toutes les sphères de leur vie par rapport à l'animal. C'est là aussi l'importance qu'on voit que un chien, il peut servir vraiment à plusieurs utilités. Puis au niveau vraiment des chiens d'assistance, ça peut vraiment être très large, mais ça peut tellement aussi donner du positif puis apporter aux bénéficiaires, justement. Vraiment. Oui. Ben, en fait, c'est ça que j'ai remarqué en faisant ce travail-là. Là. C'est plus que je m'implique dans la communauté, plus que je réalise qu'il y a vraiment un gros besoin. Puis les gens, ils savent pas que c'est là, c'est cette opportunité-là. Ils pensent que les chiens d'assistance, c'est juste pour les aveugles, exemple. Tandis qu'un chien d'assistance peut faire tellement plus que juste guider la personne du point A au point B ou juste tirer une chaise roulante. Un chien d'assistance peut faire une quinzaine de petites tâches qui aident dans la vie au quotidien à la personne. Et qui remettent à la communauté au final. Ça redonne à tout le monde. Au final, tout le monde en bénéficie. Oui, le bénéficiaire, mais le bénéficiaire, après, justement, comme tu l'as dit, comme il peut, après ça, être plus autonome aussi, veut pas, ben, il peut justement travailler, etc. Donc, tout ça, au final, oui, c'est ça. Vraiment. Tout le monde en bénéficie. Puis c'est le fun de voir justement que l'animal peut servir à toutes ces tâches-là, puis peut servir à d'autres utilités aussi que juste avoir un chien de famille aussi, Oui, c'est ça. C'est vraiment... Lui aussi peut s'impliquer à travers la communauté. C'est impliquant, justement, puis pour l'animal, c'est valorisant dans le sens qu'il sait à quoi il sert, puis il sait c'est quoi, c'est ça, il sait son utilité, finalement. Puis pour un animal... prend sa job au sérieux. Là. C'est ça. Puis pour un animal comme ça, ben tu sais, justement, c'est le fun pour les chiens d'assistance, souvent, ils apprécient, puis ils savent faire leur travail, puis
ils font bien. Il en tire plaisir aussi. Là. Vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que moi, personnellement, je suis vraiment débutante au niveau des chiens d'assistance. C'est pas un domaine auquel je me suis forcément... Ça m'intéresse, mais c'est pas un domaine que je me suis spécialisée non plus. J'en fais pas. C'est pas quelque chose que j'accepterais de faire non plus. Je laisse ça aux professionnels qui sont agréés dans le milieu. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la différence entre un chien de zoothérapie puis un chien d'assistance? Oui. C'est assez simple. Le chien d'assistance, il va aider un seul bénéficiaire, puis il va faire vraiment des tâches pour sa condition à lui. Okay. Puis ça va être un chien qui va avoir eu un entraînement, qui va avoir une formation vraiment dans ce travail-là pour aider son bénéficiaire, donc pas vraiment une formation générale. Okay. Ça va être vraiment spécifique à la personne. Puis comme j'ai dit, c'est pour un bénéficiaire. Donc, il va aider seulement une personne parce que c'est quand même un très gros travail. Puis, vu qu'il fait ça dans la vie au quotidien, c'est une grosse tâche. Donc, on ne veut pas non plus le surmener, le surchauffer. Ça reste un chien. Là, exactement. Puis, autant que c'est une belle job, c'est très facile d'avoir un chien qui est surmené, qui est vraiment en burn-out, là, comme on appelle. Mais le chien de zoothérapie, ça, c'est un chien... Un chien de zoothérapie, c'est quelque chose qu'on appelle plus souvent un partenaire d'intervention en zoothérapie. C'est donc un chien qui accompagne un intervenant, un éducateur spécialisé, quelqu'un qui a vraiment une formation en relation d'aide. Puis ce chien-là, il est formé, il peut ou non avoir une formation, mais généralement, il va être formé pour aider dans les interventions. Okay. Quand je dis qu'il peut avoir ou pas une formation, je parle d'une formation professionnelle. Ça peut être le manieur, donc l'intervenant qui forme son propre chien. Ça se fait. Dans le fond, l'important, c'est que le chien puisse aider plusieurs personnes. Okay. Donc, qu'ils apprennent plusieurs types de tâches, plusieurs types d'interventions pour aider son intervenant. Par exemple, aller dans les CHSLD avec des personnes âgées, dans les CRDI aussi, avec des personnes avec des déficiences intellectuelles, des TSA, des troubles de comportement graves aussi. Okay. C'est la différence légale, au niveau légal, c'est que le chien d'assistance, lui, va pouvoir aller dans les lieux publics. Donc, il va avoir accès vraiment aux lieux publics suite à sa formation, évidemment. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas accès aux lieux publics. Mais le chien d'intervention, le chien de zoothérapie, lui, il a accès seulement aux endroits où il est autorisé avec son intervenant. Donc, la personne ne peut pas l'amener au restaurant, par exemple. Ne peut pas l'amener à l'épicerie. Peut pas l'amener à l'épicerie, c'est ça. Parce que dans le cadre de son travail, c'est vraiment dans les établissements, donc par exemple les écoles, les CHSLD, les CRDI. Donc oui, le chien peut l'accompagner à ces endroits-là quand il est en service, quand il est en travail avec la personne, mais il ne peut pas, comme un chien d'assistance, avoir accès à tous les autres milieux publics, là. OK. Puis, mettons, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut paraître intéressant parce qu'on le sait qu'il n'y a pas énormément de réglementation au Québec par rapport aux chiens d'assistance. Il y a plusieurs écoles qui ont popé dans les derniers temps. Qui sont reconnues, qui reconnaissent des chiens d'assistance. On connaît Mira, c'est pas mal le seul qu'on connaît de nom, puis qu'on réfère depuis souvent. Des années, il y en a quelques-unes qui sont... pas nécessairement récentes, ça fait quand même quelques années, mais plus qui commencent à être reconnues, là, je pense justement. Ça peut être intéressant pour monsieur, madame, tout le monde de se dire, je vais aller me faire prescrire un chien d'assistance. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, c'est quoi la démarche pour un bénéficiaire qui souhaiterait avoir un chien d'assistance, qui a vraiment une vraie condition physique ou mentale, exactement? C'est quoi la démarche pour être capable d'avoir son chien d'assistance personnelle? Je dirais que la première étape, ça serait de s'informer. Donc, de prendre des renseignements sur c'est quoi un chien d'assistance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie? Parce que c'est une grosse pression d'avoir un chien en public. Oui. Ça attire énormément l'attention des gens. Oui. Puis souvent, c'est pas tout le monde. T'sais, par exemple, une personne qui a beaucoup d'agoraphobie, par exemple, ça pourrait être trop difficile pour elle d'avoir un chien. Un trouble anxieux généralisé, genre, ça pourrait vraiment pas être... mais il y en a que c'est plus bénéfique d'avoir son chien que de ne pas l'avoir. Donc, ça passe par-dessus. Oui, ça vient s'équilibrer un peu. Exact.
Fait que c'est important de s'informer, de savoir, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui va être bon pour moi? Mais évidemment, c'est au final l'équipe médicale ou le professionnel de la santé traitant la personne qui peut vraiment déterminer si le chien est une bonne solution pour la personne, parce que c'est sûr qu'eux sont professionnels de la santé. Fait que ça te prend une référence, dans le fond, d'un professionnel de la santé. Parfait. Une fois qu'on a déterminé qu'on veut un chien d'assistance, qu'on en a parlé avec notre professionnel de la santé, comme il n'y a pas vraiment de réglementation au Québec, il n'y a pas de comment je peux dire ça? Loi légale? Ben, il y a des lois, mais juste qui protègent le bénéficiaire, dans le sens, tu sais, que personne ne peut discriminer quelqu'un pour la façon qu'il pallie son handicap. Mais c'est ça la loi qu'on a au Québec. Il n'y a pas de loi comme ce chien-là peut pas, ce chien-là peut, cette personne-là peut, cette personne. Exactement. Pour la législation comportant les écoles ou, évidemment, les chiens d'assistance. C'est ça. La loi, ça reste vague là, au Québec, là, vraiment beaucoup. Exact. Fait qu'au final, quand on met un chien d'assistance, ça tombe un peu sous l'école qu'on choisit. Toutes les écoles vont avoir des démarches différentes. Il y a certaines écoles qui vont demander une prescription. Il y a d'autres écoles qui vont demander un formulaire médical. Comme nous, l'Académie Midi-Canin, on a un formulaire médical à faire remplir. Puis ce formulaire médical-là peut compter comme une prescription, selon comment il est rempli, par quel professionnel de la santé. Puis c'est ça. Dans le fond, ça prend une recommandation médicale. Il faut qu'on ait une condition médicale. Pas nécessairement, on n'est pas obligé d'avoir un handicap reconnu au gouvernement. Le CIPH, là, qui ça s'appelle le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On n'est pas obligé d'avoir ça pour avoir un chien d'assistance en ce moment au Québec. C'est sûr que les réglementations peuvent tout le temps changer, mais en ce moment, en date on est en mars 2025, il n'y a pas de réglementation en lien avec ça. La Commission des droits de la personne, qui sont ceux qui régissent un peu les bénéficiaires de chiens d'assistance pour les protéger, eux, ils n'ont pas non plus nécessairement comment ça s'appelle? Critères Non, ils ont des critères pour protéger le bénéficiaire, mais ils n'ont pas nécessairement, tu sais, ils ne reconnaissent pas d'école au Québec. Ils n'ont pas de certification non plus qu'ils donnent aux écoles pour dire, toi, tu peux en faire, toi, tu peux pas. Fait que c'est un peu n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de ligne de conduite, mettons. Exactement. Fait qu'au final, ça dépend comme des recherches que le bénéficiaire fait. Il peut tomber sur quelqu'un qui va le frauder. Il peut tomber sur quelqu'un qui va maltraiter son chien. C'est des choses réelles qui se passent en ce moment au Québec. Puis c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches en premier. Oui, définitivement. Il faut commencer par faire ses recherches. Puis c'est vraiment s'assurer qu'on connaît bien l'école, qu'on se rapproche, qu'on suit sur les réseaux sociaux. Oui, des recommandations, c'est super important. Aller chercher comme les avis des autres bénéficiaires. Puis aussi, chercher ces informations-là dans un endroit qui n'est pas biaisé par la personne qui a l'école. C'est sûr que c'est bien de communiquer avec le propriétaire de l'école, c'est super, mais pour avoir des avis, c'est tout le temps mieux de passer par un biais que directement par le propriétaire, parce que c'est là que ça peut tomber dans l'auto-recommandation, de cacher des choses, dire des mensonges, manipuler, des choses comme ça. Il y en a qui font ça au Québec. Puis... C'est quand même dispendieux là, d'éduquer ton chien d'assistance. C'est quand même assez dispendieux. Fait que, on peut parler d'une dizaine, 10 000 et plus. Là, pour... Et plus, là. Fait que, c'est ça. Quand tu te fais frauder, c'est pas juste... C'est pas 5$, là. c'est une bonne fraude, là. C'est ça. C'est vraiment... Il y en a, en fait, qui se sont fait frauder au-dessus de 25 000 $. Ben oui, il y a de l'argent à faire. Fait que c'est sûr que les fraudeurs peuvent profiter, justement, de ces occasions-là, comme dans n'importe quel domaine aussi. Oui, définitivement. Mais c'est ça. Moins il y a de réglementation dans un domaine, mais plus que ça laisse place à... exactement. C'est vraiment plate. Je pense, je sais pas si tu l'avais dans tes questions, mais sinon, je vais déjà y aller. Mais vu qu'on est dans le sujet, autant pour ton école à toi, je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a certaines écoles, justement, qui vont former les chiens d'assistance, exemple, qui viennent de leur école et qui vont les offrir à leurs bénéficiaires, comme il y en a d'autres qui vont permettre aux bénéficiaires de former son propre chien d'assistance, évidemment, s'il y a les aptitudes requises. Je ne sais pas si vous nous parlez un peu de ça, autant
de ton école à toi que en général, ce que tu as vu C'est sûr au que Québec? Là? pour les autres écoles, je peux pas nécessairement parler trop de leur fonctionnement parce que, tu sais, moi, je connais le fonctionnement de mon école. Puis il y a tellement de nouvelles écoles en ce moment au Québec qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est clair. Mais tu sais, je peux me rapprocher, je me rapproche de certaines écoles. Donc, ces écoles-là, je les connais, entre autres Psychien, Bienfait Canin. Ça, c'est des écoles que eux, je les connais, puis je le sais comment ils fonctionnent. Mais c'est seulement parce que la communauté fait en sorte que on n'a pas le choix de se rapprocher de nos semblables. Donc, des écoles qui utilisent les mêmes méthodes, les écoles qui utilisent un peu le même fonctionnement. Avec l'Académie Médicanin, nous, on n'entraîne pas, on ne forme pas de chiens déjà formés, on ne donne pas de chiens aux gens. On aide le bénéficiaire à former son propre chien. Puis nous, une de nos missions, c'est vraiment de redonner l'autonomie à la personne. Oui, parce ça que offre beaucoup d'autonomie, justement. Oui, entraîner son propre chien, c'est quelque chose qui apporte, premièrement, énormément de gratitude envers ses propres fonctions, ses propres capacités. Puis ça redonne beaucoup confiance aux gens. C'est quelque chose qui peut être valorisant. Puis généralement, moi, personnellement, de ce que j'ai observé, il y a beaucoup plus de succès avec les éducations de chiens d'assistance qui ont été entraînées par leurs bénéficiaires. Le lien est déjà créé. Oui, avec une école qui donne un soutien. Parce qu'il y a des écoles qui laissent les gens entraîner leur propre chien, mais qui ne donnent pas de soutien. Donc, la personne, en fait, elle n'a juste pas de suivi professionnel. Elle fait un peu ce qu'elle veut sans nécessairement savoir. Puis c'est là que les fraudes arrivent parce que, évidemment, quand on paye pour un service, on est censé avoir ce service-là. Et puis ton chien n'est pas nécessairement entraîné propre à ta condition si tu n'as pas de suivi XY ou tu n'as pas de suivi récurrent. Là. C'est ça. Puis il y a beaucoup d'écoles aussi qui vont prendre le chien en pension 3 semaines, mettons, par quelques mois. Ils vont lui apprendre plein de choses, mais qui est rendu avec le bénéficiaire, le chien ne fait plus ces choses-là. Il n'y a pas de transfert. C'est ça, exact. Parce que le travail doit se faire aussi avec le bénéficiaire. Mais oui. Parce que nous, on le sait, on est éducatrice canine. Même, on peut faire ce qu'on veut avec le chien. Si au final, la personne ne continue pas à la maison, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Ces exercices-là, les entraînements, les apprentissages, c'est sûr qu'après ça... Oui, exact. On peut voir des comportements totalement différents. C'est là aussi que ça mène aussi à des dangers pour la personne. Parce que si le chien ne peut pas l'aider, si au final il est pire, exemple, qu'il tire en laisse, mais que la personne a, par exemple, la mobilité réduite, mais c'est dangereux pour cette personne-là. Elle peut tomber, elle peut se blesser gravement. Là, si son chien l'a fait tomber, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller chercher l'aide de professionnels qui savent comment entraîner un chien selon aussi comment je peux dire ça, selon la condition de la personne. Puis les méthodes scientifiques à jour. Oui, définitivement. Évidemment. Nous, justement, l'Académie Médicanin, une autre de nos missions, en plus de rendre ça abordable, que la personne soit autonome dans son entraînement, c'est d'utiliser des méthodes à jour, bienveillantes, sans force, sans peur, qui vont vraiment avec le bien-être. Tu sais, on ne met pas le chien au-dessus de la personne, on ne met pas la personne au-dessus du chien, on les traite comme des égaux. OK. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que... comment je faisais ça? C'est là que c'est un travail d'équipe, là, finalement. C'est ça, mais c'est là que ça devient différent des autres écoles parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas utiliser nécessairement des méthodes positives. Donc, le chien, il va pas nécessairement aimer travailler. Il va être anxieux en public. Il va le faire c'est ça. Fait par obligation. Par peur, par obligation. C'est là que ça vient comme problématique. Oui, vraiment. Tu veux aussi que le chien soit bien dans ses tâches, dans son travail, puis ils veulent le faire justement par envie. Puis quand il le fait aussi par envie, ben, il est attentif justement à ce que la personne envoie, je pense. Parce que... Ben, c'est comme toi qui n'aimes pas ta job, mais qui rentre 40 heures par semaine à la job parce qu'il faut que tu ailles une paye. Besoin d'argent. C'est ça, exactement. Tu veux pas ça pour ton animal. Là. Jamais personne veut ça pour son animal. Là. Non, puis c'est exactement ça, en fait, quand un chien d'assistance fait un travail de chien d'assistance, c'est comme s'il travaillait 40 heures semaine. Absolument. Là. Il y a beaucoup de gens qui apportent leur chien d'assistance au travail. Mais ça veut dire que ce chien-là, il a les mêmes heures de travail que cette personne-là. Exactement. C'est énormément de temps de travail. Quand il a son dossard, lui, il est en mode travail. Là. Fait qu'il est en mode analyse en tout temps. Il est en mode
Même à la maison, évaluation, là, même à la maison, exactement. Fait que ça s'arrête pas entre les murs du travail, ça s'arrête une fois qu'on y enlève son dossard, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est important aussi, tu sais, justement, je pense qu'on va pouvoir le mentionner pour plus les gens qui nous regardent, mais que justement que le chien ait des pauses aussi, tu sais, des moments à lui, parce que veut pas, oui, ça reste un animal, tu sais, de soutien, mais ça reste aussi, tu sais, veut pas, tu sais, ça reste un chien à prime abord, puis je pense que ça, c'est important que les gens comprennent, c'est pas tous les chiens qui peuvent, puis ça, moi, je le sais, mais je pense qu'on va pouvoir plus en parler en détail. Mais c'est pas tous les chiens qui peuvent devenir chiens d'assistance. T'sais. Il faut qu'il y ait quand même certaines aptitudes. Oui, exact. Ben en fait, c'est assez simple. C'est un travail très laborieux pour un chien. C'est quelque chose de très demandant. Donc, quand on demande à un chien anxieux, un chien agressif, un chien pas très qui aime pas ce genre de travail-là, ces choses-là, quand on sélectionne pas le bon chien, on fait travailler un chien contre son gré. Puis il va, comment je peux dire ça, il va atteindre la retraite ou le déclassement extrêmement vite. Parce qu'un chien, c'est sûr qu'il y a certains chiens qui ont un dur passé, par exemple comme Percy, qu'elle, elle n'a pas vraiment été socialisée. Tu sais, quand je l'ai eue, elle n'avait jamais vu d'escalier ou de plancher en bois. Ben, c'est ce que je pense, parce que les escaliers, elle ne les prenait pas du tout. Elle regardait ça comme si c'était un extraterrestre. OK. Mais tu sais, maintenant, à la maison, les escaliers, c'est comme un pet. Là. Elle a plus du tout peur. Mais c'est qu'elle n'est pas nécessairement anxieuse. C'est juste qu'elle ne connaît pas beaucoup de choses. Okay. Donc, il y a certaines choses qui sont un peu plus difficiles pour elle, dans le sens qu'elle va voir ça comme un extraterrestre, elle ne comprendra pas qu'est-ce que c'est. Mais vu que je suis là pour la guider, ben c'est pas grave. Pas qu'il fort, là. C'est ça, exact. Puis elle va souvent... elle va souvent venir me chercher pour que je la supporte dans ses émotions. Puis quand on n'offre pas ce support-là à notre chien d'assistance, il ne peut pas réellement nous aider autant de ses capacités, parce que c'est un échange. Fait que, tu sais, on donne, puis on reçoit. Mais si on ne répond pas aux besoins de notre chien, incluant de faire travailler un chien qui est anxieux, parce que c'est sûr que si on fait travailler un chien qui est anxieux ou qui est agressif, on ne répond pas à ses besoins. Là. On va complètement contre ses besoins. On contre sa personnalité. C'est ça, on lui ajoute des tâches, on lui ajoute un poids sur ses épaules quand il vit déjà avec quelque chose lui-même. Puis ça, c'est la même chose pour les chiens qui ont des handicaps. Hein? Un chien qui a juste 3 pattes, être un chien d'assistance, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Ça va être plus difficile pour lui, c'est ça. Ou un chien qui a juste un œil, un chien qui a vécu des traumatismes. Tu sais, c'est des choses... C'est pas pour rien qu'on met nos chiens d'assistance en... Comment je peux dire ça? C'est pas pour rien qu'on met nos chiens d'assistance en pause, en break, quand il faut qu'ils fassent une convalescence, comme... ils se sont fait opérer, ils se sont fait stériliser. Donc là, on les fait pas travailler là, pendant cette convalescence-là. Vu comme des personnes aidantes, là, je veux dire, à un moment donné, ou un psychologue ou quoi que ce soit, c'est sûr que s'il vit une condition difficile à la maison, au personnel, ou peu importe, même de santé... Il peut pas être à 100% au niveau de son travail. Définitivement pas. Oui, vraiment. Ça serait quoi pour toi, mettons, les critères essentiels pour un chien d'assistance générale? Mettons, c'est quoi, ça serait quoi? OK, attends. Je vais spécifier ma question. Les critères de sélection pour ton chien d'assistance? Ceux qui sont plus primordiaux. C'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, mais... Un chien, je dirais que ça serait un chien confiant. Okay. Un chien que s'il vit quelque chose de... C'est sûr que quand on fait une évaluation comportementale, on veut le moins possible mettre le chien à l'échec. Donc, on ne va pas directement le mettre dans un environnement hyper stimulant s'il n'a jamais été là. Mais c'est sûr qu'on veut un chien que quand il va vivre quelque chose de difficile, il va s'en remettre facilement. Elle sait plus quoi faire, Elle sait pas où se mettre. Pauvre petite. C'est où tu veux aller. Dans le fond, une belle capacité adaptative, tu sais. On s'attend pas que l'animal soit parfait dès le début, là, à mon avis, à moi, mais on veut justement que l'animal soit capable de s'adapter rapidement face à une situation. Mais on s'attend pas qu'il soit à l'aise face à tout, surtout si au début, il est en entraînement, puis il y a encore justement de l'éducation à peaufiner. Mais au moins qu'il soit capable, parce que c'est impossible de faire voir tout ce que sa planète non plus, tu sais. Mais au moins que c'est ça, qu'il soit capable de s'adapter rapidement, puis qu'il tombe à l'aise rapidement, sans tomber aussi dans des comportements intenses
aussi. Là, Genre tu sais, surexcitation. réactivité intense, mettons, Oui. agressivité. C'est sûr que, tu sais, mettons, nous, à l'académie, quand on fait l'évaluation comportementale, un chien qui est réactif par frustration, ben pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un chien qui va être tellement content qu'il va réagir, donc il va être au bout de sa laisse, japper, des choses comme ça. Ça s'apparente à de l'agressivité. Oui, ça s'apparente à de l'agressivité, mais au final, c'est juste parce que le chien est super excité. Ça, c'est quelque chose qui est plus travaillable que... C'est sûr que ça dépend. Si le chien, il est réactif par frustration à absolument tous les critères, là, non. Mais tu sais, par exemple, qu'il est content de voir l'évaluatrice, puis qu'après, je sais pas, 10 minutes dans l'évaluation, il est calme, c'est pas un critère qui va être disqualitatif. Par contre, aussitôt que le chien démontre de l'agression, c'est une disqualification automatique. Oui, parce que tu peux pas l'amener dans un lieu public, là. Non, c'est ça. Pour sa sécurité à lui puis pour la sécurité des gens autour, c'est vraiment important qu'on le respecte dans sa réactivité, là, parce que la réactivité, c'est jamais le chien qui est volontairement réactif. Là. Non. C'est tout le temps... dans le but d'éviter. Dans le but d'éviter, c'est ça. Fait que, d'éviter la confrontation, je grogne ou je jappe au bout de ma laisse parce que je veux mettre de la distance, puis je te montre que je suis pas à l'aise parce que je veux pas tomber en agression, mais c'est sûr que Debluzola, il nous démontre des inconforts, puis c'est sûr que si aussi dans son tempérament, je pense qu'il est plus réactif que passif. C'est sûr qu'il risque, si soudainement il y a une situation qui arrive, un enfant qui arrive rapidement, on s'en entend pas, ou peu importe, on peut pas gérer tout l'environnement aussi, surtout dans les lieux publics. Fait que je pense que c'est important. Puis moi, ça, tu pourras le confirmer, ou on peut avoir chacun des visions différentes, mais moi, autant au niveau en étant intervenante en comportement canin et en travaillant comme éducatrice pour psy-chien, moi, c'est important pour moi. Le premier critère, c'est, oui, le chien, il est là pour aider le bénéficiaire, mais avant tout, comme il a accès au lieu public, son premier critère numéro 1, pour moi, c'est la sécurité du public. Oui. Il doit avoir un comportement exemplaire là-dessus, dans le sens qu'il n'y a aucun... Je sais qu'il n'y a pas de risque zéro, on s'entend, mais que dans n'importe quelle situation, parce qu'on le sait que n'importe quelle situation peut se présenter dans les lieux publics, il y a un minimum de risque. C'est sûr que je suis d'accord avec toi, 100 par contre, quand on dit un comportement exemplaire, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui. C'est sûr que quand on parle des comportements exemplaires, on parle surtout d'agressivité, d'anxiété, ces choses-là. Mais c'est sûr que, socialisation, mettons, au niveau de la socialisation, on veut un chien qui est sociable, qui a des bonnes associations, aussi, qui est à l'aise, parce que, il va devoir être dans des lieux publics, il va devoir faire face à plusieurs personnes, des enfants, des personnes âgées, différentes ethnies, différents bruits. On peut quand même faire attention pour ne pas le mettre dans des situations, justement, où, c'est sûr, si je vais... j'ai beau avoir un chien qui est super à l'aise, c'est sûr, si je vais dans un gros rave où il y a 500 000 personnes, puis full de musique, puis des pétards, un moment donné, n'importe quel chien, un moment donné, serait moins à l'aise. Il y a quand même un entre-deux. Un entre-deux, mais au moins un minimum dans les lieux que le chien risque de côtoyer au quotidien. Oui, c'est sûr que, par contre, un chien qui va sentir une personne quand elle passe, c'est pas nécessairement quelque chose qui est dangereux. Ça, c'est quelque chose qui se travaille très bien. Oui. Puis tous les chiens passent par ces phases-là au début de l'entraînement où ils sont curieux. Tu sais, comme quand j'ai amené Percy ici, je l'ai fait un peu renifler partout, je l'ai laissé, explorer comme elle fait. Ben oui. Parce que pour moi, c'est important qu'elle ait conscience de son environnement. Ben oui. Qu'elle soit à l'aise. Ça reste un chien. Ça reste un chien, puis la curiosité, moi, je trouve que c'est une belle qualité à avoir, Un chien, au contraire, qui, moi, ira pas aller vers les gens par curiosité avant son entraînement. Là, une fois qu'il sait qu'il est entraîné, il a son dessert, on le sait qu'il est plus priorisé à focus, évidemment, à son bénéficiaire. Mais au début, quand tu es en entraînement, un chien qui n'a pas de curiosité envers son environnement, envers les gens, des fois, ça peut cacher un peu de peur ou d'inconfort. Puis là, c'est là que ça devient plus à risque. Puis il y a aussi, il faut prendre aussi en compte les capacités du bénéficiaire à gérer ces choses-là. Oui. Si la personne a de la difficulté à lire son chien, c'est possible qu'elle mette son chien dans des situations, évidemment non volontairement, qu'elle mette son chien dans des situations d'échec et que là, son chien, il part une peur de quelque chose spécifique parce que la personne n'a pas réalisé comme que ça se passait. D'où je pense l'important, puis ça, tu pourras nous en parler. Mais oui, il y a un certain entraînement du chien, mais il y a beaucoup d'entraînement puis d'apprentissage qui se fait du bénéficiaire. Énormément. Évidemment, pour savoir justement autant c'est reconnaître les limites. Reconnaître les limites de son chien, reconnaître les signaux d'apaisement, reconnaître justement le langage canin, quoi faire, quoi ne pas faire avec un chien, quoi permettre aussi. Oui.
de pas oublier que c'est ça, qu'avant tout, ça reste un être vivant. Là. Donc, tu sais, il y a ses capacités, il y a ses limites, puis ils sont tous différents. Puis, tu sais, il peut en avoir qui ont certaines aptitudes meilleures, mais que ça peut faire un aussi bon chèque qu'un autre. Mais, tu sais, c'est ça, d'être capable de jongler aussi avec la personnalité puis le tempérament de l'animal qu'on a aussi. Là. Fait que, premier critère, la résilience, dans le fond. Fait que, tu sais, vraiment exact. être capable d'être adapté à tout. Y a-tu d'autres critères spécifiques pour une certaine propension à des comportements naturels ou comme... Ben c'est sûr qu'on veut que le chien soit le moins possible... comment je peux dire ça? Que, tu sais, ça soit le moins possible un chien qui a de la... Excusez, je vais juste la placer. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, hein? C'est sûr qu'on veut un chien quand même qui a un minimum de résilience, comme qu'on disait. Puis aussi... qui est curieux, comme tu mentionnais un peu, oui, qui est sociable. Curieux, sociable. Oui. C'est sûr qu'il y a certains chiens qui vont avoir un peu de crainte envers certaines personnes d'ethnies différentes ou des chapeaux pleins de couleurs, des choses comme ça. Mais ça fait partie un peu de la socialisation puis des choses qu'on apprend au début. Ça se travaille. Là. Exact, ça se travaille. Je pense que ça dépend du niveau de réaction. Tu sais, un chien, exemple, qui a peur de justement des personnes, exemple, de différentes ethnies, mais que, tu sais, il passe une demi-heure à avoir peur puis à japper après, vs le chien qui a juste une petite crainte, puis en 1 ou 2 minutes, tu sais, il n'y a pas une réaction qui est si forte, puis que, tu sais, il est capable de s'adapter rapidement puis de développer une curiosité, ben là, tu dis, tu sais, ça se travaille super bien, mais le chien, Manique, ça fait une demi-heure puis il n'est pas capable de s'adapter, même si on y va avec des bonnes techniques de désensibilisation progressive, puis, tu sais, puis d'y aller vraiment en suivant le rythme de l'animal, puis il n'est pas capable de s'adapter encore, ben là, on se dirait peut-être qu'il y a trop d'entraînement à faire pour ce chien-là. Pour te mener aussi, j'imagine, il y a le risque de, comme, tu veux essayer de mettre le moins de temps d'entraînement possible pour le plus que ça soit le plus optimal, là, dans le sens que, tu sais, si avec un chien, tu peux mettre 2 fois moins d'entraînement parce qu'il y a déjà des aptitudes propres, puis que, tu sais, il y a moins de choses à entraîner, veut pas, ben, au final, tu sais, c'est gagnant pour tout le monde, je pense. Oui. Puis c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont avoir plus de patience que d'autres. Oui. Il y a des gens qui vont se dire moi, ça me dérange pas si la formation prend 2-3 ans. T'sais, mon chien d'assistance Jasper, lui, ça l'a pris avant qu'il soit certifié. Il a été certifié en novembre dernier, là, il y a 5 ans. OK. Mais pour moi, c'était important qu'il soit vraiment parfait pour la certification. Puis avant de le certifier, ça me dérangeait pas de prendre le temps pour lui. Puis à ce niveau-là, vu qu'on en parle, tu sais, est-ce que... Ben moi, je le sais, mais pour le public, est-ce qu'il y a un temps limite pour atteindre la certification? Il y a certaines écoles que oui, qui ont un temps limite. Généralement, je te dirais qu'avant la certification, l'entraînement, c'est 2 ans. Honnêtement, là, la majorité des chiens en 2 ans d'entraînement sont certifiés. Percy, je suis pas mal sûre qu'elle aussi, en 2 ans, elle va être certifiée. C'est sûr que c'est plus long parce qu'elle, je l'ai eue plus vieille, elle avait déjà son background. Donc, avant de l'entraîner pour être chien d'assistance, j'ai voulu l'entraîner dans la vie de tous les jours, là, comme juste qu'elle soit capable de prendre les escaliers, qu'elle soit capable de prendre des récompenses aussi. Parce que commencer un peu en arrière un peu. C'est ça, exactement. Mais... évidemment, vu que c'est mon travail, ben j'avais la patience pour le faire. Ben oui, Puis, vu que j'avais déjà un autre chien d'assistance, j'avais la possibilité aussi de prendre cette énergie-là parce que, tu sais, je pouvais sortir avec les deux en même temps. Puis, si jamais il arrivait quelque chose, ben j'avais l'autre. Ben oui. J'avais celui-là qui est certifié, qui sait quoi faire. Je pense que l'entraînement varie aussi d'un chien à l'autre, dans le sens que c'est ça, comme tu le dis, c'est sûr que si tu pars avec un jeune chiot, ben, tu sais, il y a aussi des entraînements de base. Fait que c'est sûr que l'entraînement à la base, tu sais, normalement, va être plus long parce que, tu sais, t'as comme beaucoup de choses à entraîner. Ben, c'est sûr, si tu commences avec un chien adulte où la base est toute acquise, ben là, tu sais, on y va plus avec les tâches connexes qu'on veut que l'animal soit capable de faire avec son bénéficiaire. Fait que, tu sais, au final, on a moins de choses à entraîner. Donc, c'est sûr que des fois, la certification peut s'atteindre plus rapidement, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça peut être plus long d'entraîner un chiot ou tu penses que c'est plus long d'entraîner? C'est plus long d'entraîner un... Bien, ça dépend. En fait, si tu prends un chien adulte qui n'a pas de passé négatif, c'est moins long, évidemment. Mais un chiot, c'est qu'il faut passer par l'adolescence. Il faut passer toute la partie maturité. Puis ça, c'est une partie que moi, je diverge beaucoup des autres écoles. Pour moi, un chiot, ça va pas en public, ça va pas... On ne met pas de grosse pression. Mais lui demander de faire un travail à 6-8 mois quand il est en pleine adolescence. Nous, on sait c'est quoi l'adolescence. Genre, tu te gères même pas toi-même. Là. Je te demanderai pas de me gérer en plus. Là, Nous, c'est sûr qu'on accepte de faire l'évaluation d'accès public à partir de 8 mois.
ce qui va probablement bientôt changer plus que les méthodes sont à jour, plus qu'on va s'adapter ce qu'on connaît des chiens. En ce moment, à 8 mois, ils ont la possibilité, mais il y a très peu de chiens dans notre école de cet âge-là il y en a pas, là, qui ont l'accès public à cet âge-là. Tout simplement parce que leur développement n'est pas rendu là. C'est sûr que oui, tu peux avoir un chiot entre 4 mois et 10 mois, mettons, qui est absolument parfait, qui fait toutes les commandes, il en connaît 25, qui fait des tâches de chien d'assistance, qui est à l'aise en public, mais son développement, il est quand même pas rendu là. Oui, il y a des On chances n'a que pas ça accès switch. nécessairement à toute sa personnalité ou le tempérament qui est acquis dès la naissance, mais la personnalité qui est vraiment fondée sur change tout le temps, les situations, les antécédents. C'est sûr que oui, elle finit par varier. Puis c'est drôle, tu as répondu à la question que j'allais poser, mais justement, est-ce que certaines écoles, justement, c'est ça qui demandent un minimum? Je pense que c'est bien d'avoir comme un minimum d'âge parce que justement, des fois, c'est ça, on n'a pas accès à la vraie personnalité du chien qui n'est pas définie en totalité vu que le développement n'est pas encore à son terme. Donc, on peut avoir des chiens qui sont justement sacoches, que, exemple, ils n'ont pas développé de peur encore parce on est dans la séquence des peurs, mais pas nécessairement encore en totalité. Puis que, justement, avec l'adolescence, vient comme les comportements, justement, comme nous, on le sait, là, de réactivité, comment ça apparaissent, Puis pour, mettons, juste mettre des mots sur l'adolescence, entre quel âge et quel âge on peut considérer qu'un chiot est adolescent? Ça varie, là, mais... Entre 6 mois et 1 an, 1 an et demi même, je dirais. Ouais, des fois 1 an et demi, des fois 2 Tu sais, ans. mettons, Percy, elle, je l'ai eue à 9 mois, puis je dirais qu'elle n'était pas assez mature pour faire la formation de chien d'assistance avant... Elle a eu son accès public, elle avait 22 mois. OK. Fait que ça a pris Jasper, il a eu son accès public, il y avait 2 ans, là, il y avait 24 mois, là, et 25 mois. Ça a pris un bon petit bout, là. Oui. OK. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un chien mature, d'avoir un chien qui est capable d'être résilient, qui est capable de comprendre aussi c'est quoi les apprentissages qu'il vit, c'est quoi son travail, parce qu'il y a beaucoup de chiens que pour eux, toute leur vie, c'est ce qu'on leur dit de faire. Tu sais, c'est ça, la majorité des comment je peux dire ça, la majorité des maisonnés, tu sais, c'est nous qui décidons quand notre chien mange, c'est nous qui décidons quand il va dehors, c'est nous qui décidons... On choisit tout. Quand il joue, ouais. Pour moi, chez moi, dans ma famille, puis ce que je prône, c'est le chien qui fait ses propres choix. C'est sûr que, un peu comme un enfant, si le choix est dangereux, on va pas le laisser prendre ce choix-là. Il y a des limites, là. C'est ça, il y a des limites. Possibilité de choix. Mais tu sais, moi, avant d'aller quelque part, je monte le harnais à mon chien, puis je lui demande s'il veut y aller. Puis je lui dis où est-ce qu'on va. Puis si jamais il y a un endroit qui change, tu sais, exemple, que je lui dis, OK, on va au Walmart. Puis que là, finalement, mettons, je dis, on va au Walmart, puis après ça, on va à la pharmacie. Puis là, on va au Walmart, puis là, finalement, après le Walmart, finalement, il faudrait aller au Canadian Tire. Mais je lui dis, on va au Canadian Tire. Puis si, tu sais, il a l'air comme, il me dit son go, là, tu sais, Jasper, lui, c'est, il va comme juste continuer de faire sa vie. D'être de bonne humeur. Oui, comme tu as pu le voir, là, tantôt. Tu sais, lui, il pensait qu'on s'en venait ici, là. Il pensait qu'il s'en venait avec nous, là. Oh, tu fait qu'il est parti. Mais c'est ça, je leur demande tout le temps. Puis c'est la même chose pour manger. S'ils me disent qu'ils ont faim, ils savent quoi faire. Ils vont où il y a la nourriture, ils me disent qu'ils ont faim. C'est vraiment bien, s'ils ont envie, ils vont à la porte. Mais ça, c'est beaucoup de travail dans le sens que chaque fois qu'ils ont été proches du manger, je leur en ai donné. Dans des limites raisonnables. C'est sûr que si je sais qu'ils vont demander 50 fois à manger, je vais fermer la porte de la salle de bain où il y a la nourriture. Fait qu'ils ne pourront pas comme, aller demander de la nourriture 50 fois par jour. Mais toutes ces bases-là que j'ai faites, ça a le fait que j'ai des chiens d'assistance très résilients. C'est sûr que de créer de la prévisibilité, puis on en a parlé des autres épisodes, puis on laisser le choix beaucoup aux animaux. Tu sais, souvent, les gens ont l'impression, tu sais, qu'en étant intervenante ou éducatrice en comportement canin, tu sais, on a un contrôle absolu sur l'animal, puis, tu sais, mais nous, c'est pas ça. On veut pas qu'il obéisse au doigt à l'œil, justement. On veut juste en faire un chien qui est vraiment équilibré, qui est bien. Je veux pas un chien parfait, je veux un chien qui sait vivre en société. Ouais, puis ça, je pense que ça passe, puis ça, on le dit, puis comme tu le mentionnes, ça passe sur la prévisibilité, ça passe sur la liberté, puis la liberté, c'est large, là, fait que la liberté de choix, la liberté de mouvement, la liberté d'agir, la liberté d'être. La liberté d'avoir ses besoins remplis aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est entre autres pour ça que tu dis pas à ton chien, couche-toi puis reste là, puis c'est tout, tu sais.
Oui. Parce que justement, elle a le droit de bouger, là. Elle a ben, tu sais. Mais c'est que ça l'empêche pas de faire son travail. Non, zéro. Puis, on n'est pas dans un endroit où c'est absolument nécessaire qu'elle soit couchée. C'est sûr que, tu sais, quand c'est des nouveaux endroits, comme ici maintenant, ce que je fais, c'est que je la laisse un peu prendre ses choix. Puis quand elle fait des bons choix, ben, je la récompense. Ouais, la renforce. Puis quand elle prend des mauvais choix, ben, je vais lui offrir un autre choix. Comme quand elle vient sur moi, je lui offre d'aller par terre parce que je lui montre, tu sais, c'est un peu ça qu'on essaye d'avoir en ce moment. Tu sais, là, on est dans un setting où ce qu'on veut, c'est être calme, être relax, parler, jaser, tu sais, vraiment relaxer. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être super active, de regarder partout, d'aller voir tout. C'est pas, tu sais, elle a comment je peux dire ça? Elle a l'opportunité de le faire. Tu sais, si elle a envie d'aller sentir quelque chose, je vais la laisser. Mais je vais lui montrer quand même qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis plus que je renforce ça, plus qu'elle va le faire. Fait que, tu sais, la prochaine fois, si je reviens ici, elle va se rappeler, ah oui, la dernière fois, on s'est couché puis on était tranquille. C'est ça qui était payant de faire tel et tel comportement, c'est ce que je vais reproduire. Tu sais. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on commence, quand on entraîne un chien d'assistance, on commence dans des endroits où on peut leur offrir ces opportunités-là de faire des choix. Oui, parce que ton chien d'assistance, tu commences pas ben, fort probablement que tu commences pas en l'éduquant, en allant au maxi faire ton épicerie pendant 2 heures. Non. C'est ça. C'est pas sa première sortie, comme clairement pas. Il y a tout un processus à atteindre. Puis justement, je trouve ça le fun que tu aies amené ta chienne qui est en progression parce qu'on peut voir, tu sais, nous, on leur remarque le travail que tu fais, mais je trouve ça le fun que les gens puissent faire OK, elle a un chien d'assistance, mais son chien d'assistance n'est pas juste couché, limité, elle n'a pas pied à l'aise, il n'est pas genre maintenu au sol. Elle n'est pas maintenu au sol, elle n'est pas obligée à rien du tout. Elle peut faire ce que ça lui tente de faire, puis toi, tu payes le fait que... Bien, c'est sûr que dans un... Mettons, là, elle a son accès public, OK? Mais on ne va pas aller partout pareil. Non. C'est juste que ça nous donne accès à des endroits où les choses qu'on a travaillées dans des endroits similaires. Fait que, par exemple, le Canadian Tire, ça va être vraiment similaire à n'importe quel magasin. Ce qu'on a travaillé au Canadian Tire, ça va se traduire, mettons, au Dollarama. Fait que si on va au Dollarama, tout ce qu'elle sait déjà au Canadian Tire, elle va le faire. Fait que c'est moins inquiétant dans le sens qu'elle ne va pas avoir de comportement dérangeant à cet endroit-là parce qu'on l'a déjà travaillé énormément. Par contre, c'est sûr que je ne l'amènerai pas chez le perceur. Parce que ça, elle n'est jamais allée. C'est sûr que, tu sais, mon état à moi, ça influe beaucoup sur son comportement. Tu sais, comme au début, j'étais vraiment plus nerveuse. Elle était beaucoup, beaucoup plus sur moi, elle venait plus me voir. Là, elle est plus concentrée sur ses propres émotions, c'est ce que je veux. Là. Mais c'est ça. Tu sais, leur offrir la possibilité de vivre leurs émotions, d'apprendre aussi comment on ressent les émotions, parce qu'ils peuvent vivre des émotions puis jamais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puis on les oblige à comme le garder à l'intérieur puis jamais explorer comment gérer leurs propres émotions par eux-mêmes. On a tendance à beaucoup, en tant que société, à gérer nos chiens, gérer leurs émotions nous-mêmes. C'est l'erreur que j'ai faite avec Jasper. Il y a beaucoup de choses que je recommencerai à zéro avec lui, puis j'aimerais changer ça. Mais finalement, j'ai décidé d'aller vers l'avant, puis de lui apprendre des nouvelles façons de gérer ses propres émotions. Mais, par exemple, je pouvais pas aller nulle part avec Jasper sans lui dire tout quoi faire. Donne-moi ma récompense. Oui, puis c'est là, je pense, l'importance, on en parle souvent, mais tu sais, c'est ça, de laisser justement, on le répète, mais des choix, puis le libre arbitre, puis d'avoir moins de contrôle, en fait, sur l'animal, tu sais, parce que le contrôle, ça l'apporte, ça, beaucoup de stress. Puis après ça, quand il est laissé face à lui-même, l'animal ne sait plus quoi faire, parce que... Je vais donner un bon exemple. Je vais donner un bon exemple on en parlait un peu tantôt, dans le contexte des chiens d'assistance. Si on se fait apporter par un ambulancier dans une civière, le chien, il faut qu'il sache comment réagir à ça. Oui, absolument. C'est pas juste les émotions, c'est aussi le comportement, évidemment. Mais si les émotions ne sont pas là, s'il capote, qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec son humain, que c'est déjà un humain qui sait qu'il est fragile, qui sait, comme par exemple, moi, mon chien, il sait que je fais des crises, là. Fait qu'il sait que si je suis loin, puis que je suis toute seule ou avec quelqu'un qui ne connaît pas ma condition, genre que c'est pas mon conjoint, c'est pas un ami, c'est pas... il va le savoir là, que je suis en danger. Oui, c'est ça. Il sera pas content. Mais c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. C'est quelque chose qu'il faut leur montrer que, tu sais, oui, il y a une possibilité que je sois en danger, mais tu n'es pas obligé de vivre avec cette émotion-là. Tu n'es pas obligé de le prendre sur toi. Tu sais, tu peux vivre tes émotions, tu peux les... Tu sais, comment je peux dire ça? C'est...
J'ai le droit de on les est une équipe, là. extérioriser. Tu sais, je suis là pour toi, puis t'es là pour moi, là. Pas laisser un libre arbitre, mais c'est ça, l'animal, à un moment donné, il sait aussi comment gérer un peu plus, justement, si le bénéficiaire peut pas être présent sur le moment, parce que, justement, que ce soit en Ça doit méthode crise ou bien, justement, tu sais, comme là, dans le cas que tu parlais au niveau de l'ambulance, etc., tu sais, à un moment donné, le bénéficiaire peut pas tout le temps être là à dire au chien ce qu'il doit faire, donc il faut que le chien soit C'est ça, capable d'avoir exact. son libre arbitre puis de savoir. Ouais, d'avoir une réflexion par lui-même, là, d'être capable de gérer un peu aussi par lui-même. Là. Ah, je la trouve fascinante. Puis, là, je sais pas. OK, on a encore le temps. Mais il y a une autre question que je me posais parce que souvent, les gens, ça, ils savent. Ben, moi, je le sais, mais les gens, souvent, le public ne le savent pas nécessairement. Tu sais, un chien qui a été justement certifié, Oui. Il peut être déclassé si. Habituellement, tu sais, je sais que la plupart des écoles vont faire après ça un suivi à chaque année. C'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant de parler parce que les gens souvent pensent qu'une fois que le chien est certifié, tu sais, c'est à vie, puis que, tu sais, il n'y a plus nécessairement d'évaluation qui se fait à ce niveau-là, alors que, normalement, une école, tu sais, qui a moins je pense, de sérieux, va avoir un suivi quand même là-dessus. Je te dirais honnêtement que la majorité des écoles font juste une évaluation chaque année. Mais de mon expérience personnelle avec ma clientèle, mes amis qui ont des chiens d'assistance, ça prend plus que juste une évaluation. Ça prend quand même encore un suivi parce que même si le chien est certifié, il continue d'apprendre, continue de grandir. Il peut faire des associations positives ou négatives. Ou négatives, c'est ça. exactement. Il vit plein d'expériences. Oui, puis ça vraiment. a un impact après ça sur ses associations et donc sur ses comportements. Oui, tout à fait. Okay. Plus que tu dirais un suivi au combien de temps, mettons, moi, ce que j'offre, c'est une consultation de 3 mois. Oh, c'est super. Pour voir où est-ce que ça s'en va, s'il y a des choses qui ont changé. Parce que souvent aussi, même si le chien est certifié, il y a encore des tâches à apprendre. Ça prend 3 tâches pour passer la certification dans la majorité des écoles. Mais, tu sais, c'est quand même... le chien, la personne a peut-être besoin plus que 3 tâches là, que le chien fait. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'avoir plus de suivi ou au besoin. Tu sais, il y a des gens que même après la certification, chaque semaine, des cours, ils aimeraient ça d'en prendre juste pour continuer de garder les acquis, de continuer à eux apprendre. Parce que peut-être même si le chien, lui, il connaît tout ou il est parfait, ben peut-être qu'eux, ils ont encore besoin de soutien. Oui. Il y a certaines... Tu sais, par exemple, nous, on offre le soutien si la personne va dans des nouveaux endroits. Fait que, par exemple, si elle va à l'aéroport pour la première fois, on lui offre du soutien pour ça. Mais un chien certifié pourrait ne jamais avoir vu d'aéroport. Puis là, finalement, ben, la personne veut voyager. Fait que là, il faut lui apprendre. Nouveau contexte, là. Oui, exactement. Ouais. C'est sûr qu'un chien certifié puis un chien en entraînement, ils n'ont pas la même capacité de généralisation. Là. C'est sûr que un chien certifié, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'apprendre une nouvelle chose qu'un chien qui est encore en entraînement. Mais au final, je pense que tout le monde devrait quand même avoir du suivi après la certification. Là. Vraiment. Qu'est-ce qui déclasserait un chien, exemple? Réactivité soudaine. Cas de morsure, si le chien a fait une morsure. C'est sûr que c'est touché parce que si, par exemple, le chien a snappé par défense, c'est un cas, tu sais. Je veux dire, est-ce que vraiment, tu sais, mettons qu'il allait mourir, là, puis que pour survivre, il a snappé sans nécessairement briser la peau, est-ce qu'on devrait le déclasser? Ça dépend. Ouais. Mais un chien qui commence à mordre, un chien qui... Comment je peux dire ça? Un chien qui devient anxieux. Tu sais, il a vécu quelque chose en public où il y a quelqu'un qui l'a fessé, il y a quelqu'un qui a roulé dessus avec un panier. Une circonstance. Ouais. Tu sais, moi, par exemple, j'ai fait le choix de retraiter. Là, mettons, mon Jasper, il est en semi-retraite. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on sort juste quand lui a envie. OK. Puis sinon, ben soit j'y vais pas, soit j'apporte Percy. Si c'est des endroits que Percy elle peut aller. Mais par exemple, puis je lui dis tout le trajet. Comme j'ai dit tantôt, je lui dis, OK, on va à tel endroit. Puis si ça change. Fait qu'il a le droit de se dire, ben moi, j'aimerais ça aller, mettons, au Dollarama puis à telle place, mais l'épicerie, ça me tente pas. Ben il a le droit de juste dire, ben je veux pas y aller. OK. Puis de juste pas y aller. Mais je l'ai pas déclassé.
parce qu'il aime son travail. Puis c'est ça qui a fait que... Bien, c'est sûr qu'il a été longtemps sans travailler, dans le sens que là, je savais qu'il avait besoin d'une pause parce qu'il a vécu quelque chose dans l'épicerie qui l'a rendu vraiment nerveux. Puis là, un moment donné, ben, il s'est juste mis en dessous d'une rangée, puis il voulait plus bouger. Fait que là, moi, je me suis dit, là, c'est vraiment... Tu sais, oui, je peux travailler là-dessus, mais en même temps, il faut que je le respecte. T'sais, as-tu envie de se faire imposer ses émotions? Peut-être pas. Ouais. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr que je me sentais mal pour lui parce que là, moi, je pouvais pas vraiment être là pour lui. Je ne savais pas qu'est-ce qui avait déclenché ça au début. Éventuellement, j'ai fini par comprendre que c'était les chariots. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de travail de désensibilisation avec des chariots, mais volontaire. Tu sais, que c'est lui qui choisissait quand il faisait le travail. Puis ça a vraiment changé notre relation. Ça a vraiment changé tout ce qui est l'aspect de son travail. Je dirais honnêtement que la majorité des gens qui ne sont pas éducateurs canins, peut-être que des fois, c'est mieux de déclasser le chien même s'il aime son travail. Parce que même s'il aime son travail, moi, je voudrais quand même pas qu'il soit imposé ces émotions-là. C'est quand même difficile là, pour un chien d'être anxieux puis de vivre dans la peur. Si ton chien, il shake ou qu'il... Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, c'est pas grave, il va passer par-dessus » ou « Ah, je vais juste l'exposer à la situation le plus possible puis il va finir par s'habituer. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Nous, on le sait. Là. Ben oui, ouais. On le sait, mais tu sais, c'est ça. Puis un autre truc de déclassement aussi, si la personne, ses besoins y ont changé, puis qu'elle n'a plus besoin d'un chien d'assistance. Ben, peut-être pas nécessairement déclassé, mais tu sais, une retraite. C'est plus comme ça qu'on l'appellerait. C'est comme, dans le fond, il perd son droit d'accès public au final, tu sais, genre? Quand même, moi. Oui. C'est ça, mais tu sais, si la personne... mais souvent, ça, c'est un choix que la personne va prendre elle-même, là. Qu'elle va décider, tu sais, moi, j'en ai plus besoin, tu sais, souvent, c'est assez progressif. La personne va l'amener de moins en moins. Puis elle va en avoir de moins en moins besoin. Elle va s'en rendre compte aussi. Au final, peut-être qu'elle va en avoir juste besoin à la maison. Ou peut-être qu'elle va en avoir besoin juste dans un endroit spécifique en public. Puis à ce moment-là, ben ça dépend de l'école, mais il y a certaines écoles qui peuvent donner un droit d'accès limité. Là. Fait que, tu sais, une entente avec la personne, ça me dérange pas de te laisser ton accès, mais tu vas juste à cet endroit-là. Évidemment, pour les chiens anxieux ou agressifs, je dirais non. Tu sais, si c'est vraiment juste un changement pour la personne ou pour, mettons, le chien, ses intérêts. Là, moi, mon chien, aller faire l'épicerie pendant 2 heures, c'est plate pour lui. Ouais, lui, il aime ça, être dans le feu de l'action, puis avoir des affaires à faire là, tout le long. Elle, par exemple, ça lui dérange beaucoup moins. Elle aime ça juste parce qu'elle est avec moi. Elle est comme, on se promène pendant 2 heures, c'est pas grave. Ça se peut-tu des fois que ça soit comme le bénéficiaire qui est comme rétro... Il y a beaucoup de bénéficiaires. En fait, c'est que souvent... dire, comme d'avoir une certaine limite. T'sais, oui, tu peux avoir, exemple, un chien, mais là, je pense, exemple, là, je lance ça comme ça. Là. Je sais pas partout à ce niveau-là. Là. Moi, je travaille vraiment plus principalement avec les chiens, donc c'est pas moi qui s'occupe de la partie des bénéficiaires, mais j'imagine si tu as des personnes, exemple, qui ont des changements d'humeur extrêmes, puis qui sont comme même pas en mesure de pouvoir gérer des fois leur propre animal. Il doit y avoir quand même une certaine limite ou certains exemples de personnes qui ont certaines conditions de santé mentale qui font que, ils sont même pas capables de s'occuper d'eux-mêmes. À un moment donné, tu peux pas t'occuper d'un chien. Là, si tu oublies de te nourrir toi-même, dans le sens. Ça arrive, Oui, ça arrive. C'est sûr que ça dépend vraiment de l'école avec qui ils sont. Il y a certaines écoles, moi, par exemple, si je vois qu'il y a un bénéficiaire qui a de la difficulté avec son chien, même juste à prendre soin de son chien, le sortir, faire ses besoins, peut-être que c'est peut-être pas la bonne option. Non. Par contre, il y a certains bénéficiaires qui vont prendre ce choix-là par eux-mêmes, qui vont dire, moi, je suis plus capable de mettre de l'énergie là-dedans. J'ai besoin, mettons, de que quelqu'un prenne en charge mon chien. Il y a beaucoup de bénéficiaires que c'est ça pour eux. Il y a aussi des écoles qui vont continuer à faire travailler le chien, même si c'est pas une bonne chose, mais il y en a qui vont continuer à faire travailler le chien. Ils vont retirer le chien au bénéficiaire puis ils vont le remettre à quelqu'un d'autre, genre? Non, le chien, il devrait pas être en public, puis il continue à le faire travailler pareil. Fait que là, le bénéficiaire, il a comme pas le choix de prendre lui-même cette décision-là. Parce que son chien est dangereux, là. Oui, c'est ça. OK. Exact. Ah, ouais. Ça, c'est dommage. Ou qu'elle, elle est trop anxieuse aussi en public. Oui, définitivement.
OK, cool. Ben, écoute... Y avait-tu d'autres choses dans tes questions? Ben, on a comme touché à pas mal toutes, là. Y a-tu d'autres choses que tu trouvais intéressant, pertinent de mentionner, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les évaluations? Tu sais, je sais qu'on a parlé un peu brièvement de comme... Peut-être ça pourrait être intéressant aussi comme le processus. Tu sais, oui, évidemment, comme tu l'as mentionné, il y a le fait de, tu sais, de se renseigner. Après ça, il y a le fait de choisir la bonne école qui va être adaptée aussi à ce que tu recherches. Parce que je pense, ben, je sais, mais il y a plusieurs écoles aussi, comme un peu Oui. tu sais, dont on en a parlé, qui se spécialisent justement un petit peu plus dans des chiens d'assistance au niveau vraiment plus des conditions de, exemple, de physique, psychologique, de santé mentale. Fait que là, d'y aller avec vraiment la bonne école qui est plus adaptée. Après, C'est quoi, évidemment, toi, il y mettons? a... C'est quoi, toi, ta condition préférée pour entraîner un... Tu sais, comme ta condition physique ou mentale préférée à entraîner un chien? Ma propre d'assistance? condition. Oui, c'est évident. N'importe qui a la même condition que moi, automatiquement, je suis énormément plus touchée. Oui. C'est sûr que j'aime toutes mes bénéficiaires, OK? J'ai pas de préféré. C'est sûr qu'il y en a de qui que je vais être plus proche, mais c'est pas nécessairement dépendant de la condition de la personne. C'est plus difficile pour moi de travailler en santé mentale parce que ma spécialisation à la base est vraiment plus en santé physique, en alerte et réponse médicale et en mobilité. Mais c'est sûr que j'ai pas de personne que je dis non, toi, je t'aime pas, mettons. Mais c'est sûr que ma propre condition, ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Puis c'est sûr que c'est un bénéficiaire que je vais pouvoir mieux comprendre. Oui. Aussi. Offrir un meilleur soutien. Oui, mais tout ce qui est les conditions en alerte et réponse médicale, tu sais, d'apprendre des alertes aux chiens à alerter des crises, alerter du gluten dans la nourriture, alerter... l'épilepsie. Oui, j'allais dire, est-ce que tu fais les chiens? Oui, je fais tout ça. Je fais épilepsie, diabète, crise non épileptique aussi, comme moi, je fais des malaises post-effort, migraines aussi. Tout ce qui est... Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'alerter. D'alerter avant la crise? Oui. C'est quand même Alerter un gros avant. processus, parce que même moi, en étant intervenante en comportement canin, je suis spécialisée dans pas mal de domaines, là, mais d'alerter ça doit être C'est aussi, vraiment un long processus. Puis quand je me suis spécialisée là-dedans, j'ai suivi des formations pour ça. Je pense, c'est pas comme que je pensais que c'était. OK. C'est beaucoup plus, tu sais, quand tu prends l'échantillon de salive, parce que oui, c'est dans la salive ou dans la sueur, mais quand tu prends l'échantillon, il faut que ça soit au pic de la crise. Ça, là, ça peut être... Tu sais, si c'est quelqu'un qui fait de l'épilepsie, là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui met un coton dans la bouche. Ça peut être traumatisant. Puis moi, j'ai développé, vu que dans ce temps-là, j'étais toute seule, j'avais pas personne autour de moi pour m'aider, j'ai développé une technique pour me le faire moi-même. Mais c'est qu'il faut pas contaminer l'échantillon. Oh. Mais est-ce que c'est comme en biais avec comme le médecin, l'hôpital, puis eux autres, comme ils ont des échantillons, ou faut vraiment que ça soit au bénéficiaire? Chaque bénéficiaire, ou tu sais, on peut généraliser un peu comme, mettons, là, je parle des chiens de recherche, exemple, de détection de drogue ou de détection finalement, ça marche avec... Le chien, il sent. Oui, il sent. Ah, c'est avant la crise. Ouais. C'est vraiment fou. Ça doit être tout un entraînement quand même. Oui, c'est quelque chose. Mais c'est sûr que faut que la personne soit motivée. Fait que ça peut pas être une personne... Puis aussi, c'est rarement... C'est plus facile de faire ça quand c'est la personne qui entraîne son propre chien d'assistance. Quand tu prends un chien, mettons, moi, je prendrais un chien d'un de mes bénéficiaires puis je voudrais l'entraîner chez moi, là. Après ça, transmettre ça aux bénéficiaires puis qu'ils continuent à la maison, c'est lourd. C'est très lourd comme entraînement. Moi, je suis très chanceuse parce que mon premier chien, il le faisait naturellement. Puis elle l'a pogné sur l'autre. OK. Elle l'a copié. Elle l'a copié. Wow. Puis elle, c'est une grosse copieuse. Les bons et les mauvais. Ça l'apprend beaucoup par observation, ça qu'on parle. C'est fou, là. C'est débile. Les chiens commencent à apprendre par observation, par mimique. Ils voient l'autre faire. C'est tout qu'un processus. Comme je disais, les premières étapes. Après ça, il y a la sélection, il y a les évaluations, autant j'imagine, du bénéficiaire, du chien, qui sont comme propres à chacun. Après ça, évidemment, s'il passe toutes ces évaluations-là, il est acquis. Je sais pas si toi, est-ce qu'il peut avoir son dossard, exemple, pour sortir dans les lieux publics, même en entraînement? Ou dans le fond, c'est certains lieux que nous, le dossard, on le donne à l'évaluation d'accès public. Okay. Fait que, mettons, quand il commence l'entraînement,
qui va juste dans les endroits permis aux chiens, il n'y a pas de dossard. OK. Faut que, ben, en même temps, premièrement, quand on met le dossard au chien, on lui apprend son travail, mais on lui met une pression aussi. Oui. OK. Puis ils le savent. Les chiens, ils sont pas niaiseux quand ils ont la veste puis qu'ils sont obligés tout le temps d'être genre parfait, parfait, parfait. Éventuellement, ils vont avoir une association négative au dossard. Puis là, ils ne voudront plus travailler, ils ne voudront plus mettre leur harnais. C'est pour ça qu'au début, c'est bien d'aller dans des endroits permis aux chiens. Pas de veste, puis juste laisser le chien être un chien. Lui montrer des apprentissages de base. Puis plus tard, quand il est à l'aise d'avoir cette pression-là, là, on lui met un harnais. OK. L'entraînement est plus poussé un peu. Oui, c'est puis... ça. Mais tu sais, je parle pas de désensibiliser à porter le harnais, là, ça c'est autre chose. Lui apprendre à porter le harnais à la maison, c'est important. Mais tu sais, de vraiment lui mettre la lourdeur là, en public, ça c'est autre chose. Là. D'avoir à tout le temps comme être un peu hyper vigilant par rapport à toi. Là. Oh. Puis après ça, évidemment, ben là, une fois qu'il a passé, j'imagine, tout ce qui est au niveau des critères d'évaluation, d'admissibilité, qu'il y a vraiment l'entraînement de base, il y a les suivis qui est fait. Évidemment, ben là, il y a encore les autres évaluations pour, au fil du temps au niveau des tâches. Là, après ça, évidemment, on a l'évaluation finale qui est vraiment la certification du chien d'assistance. Après ça, là, il y a son dossard, puis évidemment, c'est ça. Après ça, il y a un suivi qui est toujours serré avec des nouvelles évaluations pour juste certifier que le chien est toujours apte autant le bénéficiaire. J'imagine qu'il y a une certaine démarche auprès du bénéficiaire pour s'assurer que le chien, dans le fond, peut garder, évidemment, sa certification. Ah, c'est bon, des grenouilles. Oh, wow. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. Je pense qu'autant au niveau du bénéficiaire, il faut quand même qu'il soit prêt puis conscient de la responsabilité que ça l'apporte autant d'avoir un chien d'assistance, mais autant, pas la lourdeur du travail, parce que, tu sais, quand même, t'es accompagné à travers tout ça, puis tout ça, t'es pas laissé à toi-même, mais ça reste... Mais ça dépend faut que tu mettes le temps. Ouais, c'est ça aussi, mais, il faut que tu mettes le temps, dans le sens que même si l'entraîneur... Il est là pour toi. Comme là, toi aussi, tu as des éducateurs canins qui t'aident à travers la région pour être capable d'aider les bénéficiaires à entraîner eux-mêmes leur chien d'assistance, mais ça reste que, tu sais, même si, comme moi, je le fais, tu sais, j'aide au niveau de l'entraînement mes bénéficiaires, mais c'est mes bénéficiaires qui doivent après ça appliquer absolument les exercices, travailler à la maison. Il faut quand même que le bénéficiaire soit conscient de ça. Rigueur, qu'il soit prêt à mettre les efforts. Puis je pense qu'aussi, ça doit dépendre de chaque situation. Il y en a que peut-être qui sont pas prêts ou qui n'ont pas les capacités physiques, mentales ou cognitives ou même juste le niveau de motivation à être prêt à mettre tout ça en pratique. C'est sûr que nous, à la première rencontre, c'est toutes des choses qu'on aborde avec la personne. C'est toutes des choses qu'on va leur parler, tu sais, vraiment pour faire percer. Soif! Non, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de stress. Ouais, tu peux lui donner, puis... Mais ça, c'est toutes des choses qu'on aborde vraiment à la première rencontre, que je fais vraiment sûr que la personne comprend dans quoi qu'elle s'embarque aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Oui, je vais amener mon chien partout, je vais amener mon chien partout. » C'est pas juste ça. C'est vraiment pas juste ça. Il faut prendre aussi en compte que ton chien, il veut-tu aller partout? Tu sais? Définitivement. Ouais. Définitivement, c'est comme c'est le chien qui a le dernier le gros bout du bâton. Un gros bout du bâton, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Ouais. Pour vrai, je pense qu'on aurait pu en parler pendant plus qu'une heure parce que c'est ça s'aborde pas. C'est dur de s'aborder en une heure. Là. C'est tellement... débile pour vrai. J'aurais aimé ça qu'on parle de l'entraînement, j'aurais aimé ça qu'on parle des manières de le faire, j'aurais aimé ça qu'on parle de tout, mais c'est sûr que maintenant, c'est... Ouais. Eh bien, crime, c'était vraiment intéressant pour vrai. Genre, moi, en tout cas, si t'es d'accord, j'aurais vraiment le goût qu'on fasse une partie 2, là, ou qu'on parle de ton métier d'intervenant en comportement canin, ou bref, en tout cas, comment tu as réussi à combiner les deux, parce que... C'était vraiment le fun, pour vrai. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent non plus, on n'en parle pas, puis comme c'est quand même... Tu sais, oui, il y a Miracle, tout ça, que ça fait quand même un bout qu'ils sont dans le domaine, mais c'est pas le même quand processus. Même nouveau dans le sens, tout ça, tu sais, les chiens d'assistance, puis tu sais, c'est pas quelque chose non plus que ça fait 30 ans que c'est... que ça pas que ça existe, mais tu sais que... C'est nouveau, là, les chiens d'assistance de détection, que c'est reconnu aussi, puis que les gens voient aussi tous les bénéfices, je pense, que ça peut apporter autant à la société qu'aux bénéficiaires en général. J'ai soif, moi, là. Cool. Ben écoute, c'était tout le temps qu'on avait. Je suis déçue, pour vrai. Ça a vraiment passé Si les gens ont des questions, ils pourront les poser, que ce soit en commentaire, ils peuvent écrire directement à toi. Est-ce que c'est bon si c'est écrit? Tu oui, puis sur mon site web, j'ai une section contactez-nous. Ah, génial! Mais c'est parfait. Ton site web, le nom, c'est... Académie Médicanin.
Cool! Parfait. Fait C'est qu'ils peuvent te rejoindre sur Facebook ou académiemedicanin.ca. sur ton site Internet. Ouais. Fait que s'il y en a qui ont des questions, qui aimeraient avoir plus de renseignements, ça va lui faire super plaisir. Ouais. Ben, merci d'avoir été avec nous autres. fait Vraiment. plaisir. Puis Ça a merci, été vraiment très, très éducatif. Pour merci vrai, aux j'ai gens à la vraiment aimé. maison. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de On en parle en chien. Bye!